J'étais là, dans son bureau, au 42e étage de la tour du parc, et le silence était si épais qu'il me semblait me couper l'air. Victoria Carson me regardait, et dans ses yeux, je voyais non seulement la compréhension, mais aussi quelque chose d'indicible qui ressemblait à un tsunami prêt à déferler. Les mots venaient de s'échapper de ma bouche, le poids de ma faute, le nom de son mari, Pierre Martin, mon passé, mon péché. Comment en étais-je arrivé là, moi, Marie Moreau, mécanicienne, seule, le dos au mur, à vomir ma vérité la plus sombre à la femme dont le mari était mort par ma faute? Il y a à peine quelques heures, ma seule obsession était de trouver de l'argent, n'importe comment, pour sauver mon fils, Julien, mon petit Julien. Je me souvenais encore de la pluie qui me giflait le visage ce mardi soir-là. Enfin, c'était peut-être mercredi. Mon esprit était un peu flou à force de nuits blanches. Peu importe le jour exact, l'humidité et le froid étaient réels. Mes mains, toujours tachées de graisse, hésitaient sur la clé à molette. Non pas à cause de l'outil, mais à cause d'elle. La jeune fille trempée, adossée à une berline de luxe qui n'avait rien à faire dans mon quartier de Strasbourg. Son mascara délavé striait son visage pâle, illuminé faiblement par les néons mourants de mon garage, le service Automoro. Je n'avais vraiment pas le temps pour ça. Pas l'énergie, après 16 heures à tenter, seul, de maintenir mon monde à flot. Mais quelque chose dans ses sanglots désespérés, la façon dont elle agrippait son téléphone éteint comme une bouée de sauvetage qui l'avait abandonné, m'avait rappelé ce que c'était que d'être terrifié et seul. Ça m'avait arraché à mes propres pensées, à mon propre abîme. J'avais changé son pneu sous la pluie, vérifié ses freins, refusé son argent. J'avais agi comme si c'était normal, comme si je n'étais pas moi-même sur le point de me noyer. 3 heures plus tard, quand un numéro inconnu avait illuminé l'écran fissuré de mon vieux téléphone, je n'avais aucune idée que cette voix calme et élégante à l'autre bout de la ligne allait m'offrir soit le salut, soit le jugement que je fuyais depuis 10 ans. La même voix qui maintenant m'écoutait dans ce bureau luxueux. La même femme qui, sans le savoir, était la clé de mon calvaire. Les lumières fluorescentes de mon atelier vacillaient. J'avais nettoyé mes outils une 3e fois ce soir-là, un geste mécanique apaisant. L'odeur de l'huile moteur se mêlait à celle du café rassis et à cette fatigue particulière qui imprègne un lieu après trop de nuits sans sommeil. Dehors, la pluie dactylographiait une mélodie constante sur le toit en tôle ondulée, un rythme qui, depuis 10 ans, m'était devenu familier. Mes mains, elles, bougeaient avec l'efficacité d'une personne qui avait manié chaque boulon, chaque joint des milliers de fois. Mon esprit, en revanche, était ailleurs. À 6 kilomètres de là, à l'hôpital Sainte-Marguerite, dans cette chambre d'enfant où mon fils de 8 ans, Julien, dormait sous des lumières crues, son petit cœur s'éteignant doucement. L'appel était tombé ce matin-là, à 7h15, juste au moment où j'ouvrais le garage. C'était le docteur Lefebvre, spécialiste en cardiologie pédiatrique. Sa voix était clinique, mais pas dénuée de gentillesse. L'état de Julien s'était détérioré pendant la nuit. L'opération dont on parlait, pour laquelle j'économisais sou par sou, chaque vidange, chaque changement de plaquette de frein, elle ne pouvait plus attendre. 85 000 €. 36 heures. Les mots m'avaient frappé comme un coup de poing dans l'estomac, coupant mon souffle d'une manière que 10 ans de travail acharné n'avaient jamais réussi. L'assurance couvrirait une partie, peut-être la moitié si j'avais de la chance. Mais le reste, c'était à moi de le trouver. Et Marie Moreau, jadis ingénieure en mécanique prometteuse avec un bureau d'angle et un avenir tout tracé, possédait exactement 200 € sur son compte d'épargne et une pile de lettres de relance dans son tiroir. J'avais passé toute la journée dans un brouillard de calculs désespérés, appelant tous ceux que je connaissais. La banque avait été polie, mais ferme. Mon score de crédit racontait l'histoire de quelqu'un qui peinait à garder la tête hors de l'eau, pas de quelqu'un à qui confier un prêt énorme. Mes anciens collègues de Technique Auto-Lyon,
Ceux dont j'avais conservé les numéros comme des reliques d'une autre vie n'avaient soit pas répondu, soit offert des marques de sympathie qui ne se traduisaient par rien de concret. Vers 15 heures, la communauté paroissiale s'était mobilisée avec sincérité et des portefeuilles maigres, réussissant à rassembler 3 000 euros. Ma voisine, Madame Dubois, avait glissé une enveloppe froissée dans ma main, les larmes aux yeux, 500 euros de sa petite retraite. J'avais essayé de refuser, mais elle avait serré mes doigts autour de l'enveloppe avec une force surprenante pour une femme de son âge. Elle m'avait rappelé un peu ma propre mère, partie trop tôt. Maintenant, à 21h43 ce mardi soir-là, je n'avais plus qu'une dernière option, qui n'en était pas une du tout. J'avais appelé le service de facturation de l'hôpital et j'avais été transféré 4 fois avant d'atteindre quelqu'un qui ne pouvait que répéter ce que je savais déjà. Sans accord de paiement, Julien serait renvoyé. On me fournirait des recommandations de soins palliatifs, des informations sur les services de soins à domicile. La femme au téléphone avait semblé sincèrement désolée, ce qui rendait la chose encore pire. J'avais raccroché et j'étais resté au milieu de mon garage pendant un quart d'heure, fixant une photographie scotchée sur ma caisse à outils. Julien, à 6 ans, édenté et brandissant une clé à molette presque aussi grande que son bras, fier d'aider papa. Cette photo avait 3 ans. Elle datait d'avant les premiers symptômes, avant le diagnostic qui avait réécrit tout notre monde. La pluie s'était intensifiée. J'avais éteint les néons du plafond, prêt à fermer. Mon vieux camion était garé dehors, fidèle au poste, m'attendant pour m'emmener à l'hôpital, passer une autre nuit à dormir sur une chaise inconfortable à côté du lit de Julien. Demain, je trouverais une solution. Je devais. L'alternative, mon esprit ne pouvait pas l'envisager sans se briser. J'avais enfilé ma veste, en cuir usé, la fermeture éclair cassée que je n'avais jamais prise le temps de réparer, et j'avais tendu la main vers le boîtier de commande de la porte du garage quand je l'avais entendu. Un son qui avait percé la pluie et le tonnerre de mon propre désespoir. Une voix de fille, jeune et effrayée, appelant à l'aide. Je suis sorti sous la pluie battante et je l'ai vue immédiatement. Elle n'avait pas plus de 16 ans, debout à côté d'une Mercedes noire qui brillait même dans la faible lumière du lampadaire. Ses vêtements la désignaient comme quelqu'un de l'autre côté de la ville, je savais ça. Une veste coûteuse, un jean de marque, le genre de chaussures qui valaient plus que mon loyer mensuel. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que son visage était un masque de pure panique, le mascara coulant en ruisseaux sombres sur ses joues, tandis que la pluie lui collait les cheveux à la tête. La voiture penchait sur un côté, le pneu avant-passager complètement à plat. Son téléphone était dans sa main, l'écran sombre et inutile. « S'il vous plaît, dit-elle en me voyant, sa voix se brisant. Mon téléphone est mort et je ne sais pas où je suis, et ma grand-mère est malade, et je dois rentrer chez moi. » Les mots s'étaient bousculés, chacun se battant pour exister. Je pouvais voir ses mains trembler, entendre l'hystérie rampante dans sa voix. Elle était à peut-être 5 minutes d'une crise de panique complète, et je reconnaissais ce regard parce que je l'avais vu assez souvent dans le miroir ces derniers temps. « C'est bon », je m'étais entendu dire, adoptant le ton calme que j'utilisais avec Julien pendant les mauvaises nuits. « Regardons ça. J'ai attrapé mon cric et ma clé en croix à l'intérieur, sans prendre la peine d'enfiler un manteau parce que j'étais déjà trempé. La fille m'avait regardé avec de grands yeux tandis que je m'agenouillais à côté de la Mercedes, mes genoux s'immergeant immédiatement dans la flaque qui se formait autour du pneu crevé. La jante était endommagée, elle avait probablement heurté un nid de poule très fort et le pneu était déchiqueté. Mais ce n'est pas ça qui m'avait fait tomber l'estomac. Tandis que je travaillais à lever la voiture, mes gestes reprenant le dessus, j'avais remarqué la ligne de frein. Elle était vieille, corrodée, avec une fissure capillaire qui laissait échapper du liquide dans un goutte-à-goutte lent et régulier, se mélangeant à l'eau de pluie. Cette fille n'avait pas juste eu de la chance d'avoir une crevaison.
Elle avait eu de la chance que ça lui arrive ici et maintenant, plutôt qu'à 100 km/h sur l'autoroute, quand ses freins auraient lâché complètement. Ma main s'était figée sur la clé. Mon esprit, soudain, s'était transporté 10 ans en arrière vers un autre système de freinage, une autre imperfection que j'avais remarquée et un autre choix que j'avais fait et qui avait coûté des vies. « C'est grave ?» avait demandé la fille. J'ai réalisé que j'avais fixé la ligne de freinage bien trop longtemps. Le pneu, je peux le réparer, avais-je dit avec précaution. Mais vos freins, vous ne pouvez pas conduire cette voiture tant qu'ils ne sont pas réparés. Ce n'est pas mieux. J'ai levé les yeux vers elle, la pluie dégoulinant sur mon visage. Où habitez-vous? Je vais vous appeler un taxi ou un Uber après avoir mis la roue de secours. Colline des Fleurs, avait-elle dit, nommant un quartier où les maisons commençaient à 2 millions d'euros. J'avais gardé une expression neutre, concentrée sur le dévissage des écrous. Bien sûr, elle venait de Colline des Fleurs. Bien sûr, cette Mercedes coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 5 ans. L'univers avait un sens de l'humour cruel parfois, me montrant exactement ce que je ne pouvais pas avoir, ce que mon fils ne pouvait pas avoir, juste au moment où j'étais au plus bas. J'ai changé le pneu en un quasi-silence, mes mouvements efficaces malgré la pluie et l'obscurité. La fille s'était réfugiée sous la petite avancée de mon garage, me regardant travailler avec un mélange de gratitude et de peur persistante. Quand j'ai eu fini de redescendre la voiture et de serrer les écrous en étoile, je me suis relevé et j'ai essuyé mes mains sur mon jean déjà sale. « Merci », dit la fille, et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait la regarder correctement. Elle n'était pas juste une gamine riche et gâtée. C'était une adolescente effrayée qui s'était perdue et était tombée en panne dans un quartier qui la terrifiait probablement, dont la grand-mère était malade, qui avait besoin d'aide. Tout comme Julien avait besoin d'aide, comme tout le monde avait besoin d'aide parfois. « Écoutez-moi, dis-je, ma voix ferme. Promettez-moi que vous ferez réparer ces freins avant de reconduire cette voiture. Pas demain, pas la semaine prochaine. Immédiatement. Faites-la remorquer chez un garagiste si besoin. Compris? » La fille hocha la tête, quelque chose dans mon intensité perçant à travers son soulagement. « Quelqu'un vous attend à la maison, » repris-je plus doucement. « Ils ont besoin que vous rentriez en toute sécurité. » La fille sortit son portefeuille en extirpant plusieurs billets d'une main tremblante. « Combien je vous dois pour le pneu? »« Rien, » dis-je, me tournant déjà vers mon garage. « Rentrez chez vous en toute sécurité et faites réparer ces freins. » Je l'entendis protester derrière moi, mais je continuais à marcher, soudain désespéré d'être seul avec mes pensées, mon chagrin et l'arithmétique impossible de ma situation. J'avais perdu 30 minutes, un temps que je n'avais pas, j'avais été trempé pour rien, et maintenant j'allais être en retard pour Julien. « Attendez !» cria la fille. « Au moins, dites-moi votre nom. Ma mère voudra vous remercier. » Je m'arrêtais dans l'encadrement de la porte de mon garage, l'épuisement tirant sur chaque muscle. « Marie Moreau, dis-je sans me retourner. Service Auto Moreau. Mais je n'ai pas besoin de remerciements. Soyez juste prudente. » J'entendis la porte de la Mercedes se fermer, le moteur démarrer, puis le bruit des pneus coûteux s'éloigner sous la pluie. Je restais là un long moment, l'eau dégoulinant de mes cheveux et de ma barbe, avant de finalement rentrer pour prendre mes affaires. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de routes mouillées et de feux rouges. Mon esprit ne cessait de revenir à cette ligne de frein, au visage de la fille quand elle avait réalisé qu'elle était en sécurité, à la façon dont elle avait dit que quelqu'un l'attendait à la maison. Julien, lui aussi, m'attendait, mais d'une manière différente. Son petit corps menait une bataille qu'il était en train de perdre lentement. J'ai serré le volant plus fort, mes phalanges blanches sous la lumière du tableau de bord. 36 heures, 45 000 euros. Une équation impossible avec la vie de mon fils comme variable. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Julien endormi. Sa petite forme laissait à peine une empreinte sur le lit d'hôpital. Les machines bipaient leur rythme régulier, enregistrant un battement de cœur que je connaissais maintenant par le son, que j'entendais dans mes rêves.
Je me suis installé sur la chaise à côté du lit, son vinyle craquelé et inconfortable, et j'ai pris la main de mon fils avec précaution, attentive aux tuyaux de la perfusion. Les doigts de Julien étaient chauds et j'ai senti ma poitrine se serrer d'un amour si féroce qu'il faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. « Salut, mon grand », ai-je murmuré, même si Julien ne s'est pas réveillé. « Papa est là. » Je suis resté assise dans la chambre tamisée, écoutant mon fils respirer, regardant les moniteurs dessiner leurs graphiques d'espoir et d'inquiétude. Demain, j'appellerai à nouveau l'hôpital. Je supplierai pour plus de temps. Je trouverai une solution. Je le devais parce que l'alternative, la pensée d'un monde sans le rire de Julien, sans ses questions sur le fonctionnement des moteurs, sans son sourire édenté, ce n'était pas un monde dans lequel je pouvais survivre. Mon téléphone a vibré dans ma poche vers 23h30. Un numéro inconnu éclairait l'écran fissuré. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était un autre appel de recouvrement, un autre rappel de dette que je ne pouvais pas payer. Mais quelque chose m'a poussé à sortir dans le couloir et à accepter l'appel, ma voix rauque lorsque j'ai répondu. « Allô, Madame Moreau ?» La voix à l'autre bout était féminine, douce et assurée, avec un accent qui parlait d'écoles coûteuses et de salles de conseil. « Je m'appelle Victoria Carson. Ma fille Sophie était en panne ce soir près de votre garage. Vous avez réparé son pneu et l'avez prévenu pour ses freins. » Mon cerveau fatigué a mis un instant à faire le lien. « Elle va bien? Elle est rentrée en sécurité? » « Elle a pu, grâce à vous. » Il y avait quelque chose dans la voix de Victoria Carson, une chaleur qui semblait sincère. « Madame Moreau, je me demandais si vous auriez le temps de me rencontrer demain. J'aimerais vous remercier correctement et j'ai une proposition d'affaires dont j'aimerais discuter. » Chaque instinct en moi hurlait « Danger !» Les gens riches ne m'appelaient pas à minuit avec des propositions d'affaires. C'était probablement une sorte de piège pour un procès. Ou peut-être voulait-elle m'embaucher comme sa mécanicienne personnelle, chose pour laquelle je n'avais ni le temps ni l'énergie. « Madame Carson, j'apprécie l'appel, mais je n'ai vraiment pas besoin de remerciements. Votre fille était en difficulté. J'ai aidé. C'est tout. »« S'il vous plaît, » dit Victoria, et il y avait de l'acier sous la courtoisie maintenant. « Juste 30 minutes de votre temps. Demain matin, 10 heures. Mon bureau est en centre-ville. Tour du parc. Je vous promets, Madame Moreau, que cela en vaudra la peine. » J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le mur du couloir de l'hôpital. Je n'avais rien à perdre à ce stade. Et peut-être que cette femme connaissait quelqu'un qui pourrait aider. Peut-être qu'elle avait des relations dans les banques ou connaissait des médecins qui travaillaient avec des plans de paiement. C'était un espoir désespéré, mince comme du papier, mais c'était tout ce qui me restait. 10 heures, ai-je accepté. Mais je ne pourrais pas rester longtemps. C'est tout ce dont j'ai besoin, dit Victoria. Merci, Madame Moreau. Reposez-vous bien. Je suis retourné dans la chambre de Julien, l'esprit tourbillonnant de nouvelles questions ajoutées à la pile impossible déjà présente. Je me suis réinstallé dans la chaise, tenant la main de mon fils, et j'ai essayé de ne pas penser aux lignes de frein, aux pneus crevés et à la façon dont l'univers semblait déterminé à me rappeler tout ce que j'avais perdu et tout ce que je risquais encore de perdre. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la ville de ses péchés, tandis que Mary Moreau veillait silencieusement près de son fils endormi, comptant les heures qui lui restaient pour trouver un miracle. Le matin était gris et froid. La pluie avait enfin cessé, mais laissant tout dégoulinant et détrempé. J'avais réussi à dormir peut-être 2 heures sur la chaise avant qu'une infirmière ne vienne pour la prise des signes vitaux à 6 heures. Julien s'était réveillé, groggy et pâle, mais il avait souri en me voyant. Et ce sourire-là valait toutes les nuits blanches du monde. Nous avions partagé le petit déjeuner de la cafétéria de l'hôpital, du gruau que Julien avait plus remué qu'il n'avait mangé, et nous avions parlé de choses insignifiantes. Julien voulait savoir si papa, enfin maman, avait réparé des voitures cool hier. Je lui avais parlé de la Mercedes,
omettant la peur et le désespoir, en faisant juste un travail comme un autre. À 9h30, j'ai embrassé le front de Julien et j'ai promis de revenir bientôt. J'avais appelé Madame Dubois pour qu'elle s'occupe de Julien pendant quelques heures, et elle était arrivée avec un sac des livres préférés de Julien et une détermination farouche à distraire le garçon. J'ai conduit jusqu'au centre-ville dans mon camion, me sentant de plus en plus à l'écart à mesure que les bâtiments devenaient plus hauts et plus brillants. La tour du parc n'était que verre et acier, le genre de bâtiment conçu pour intimider quiconque gagnait moins de 6 chiffres. Le hall était en marbre et en chrome, résonnant des pas d'hommes et de femmes en costume qui coûtaient plus que mon ancien loyer mensuel, à l'époque où j'avais encore une maison. La réceptionniste m'a dirigé vers les bureaux exécutifs du 42e étage, et j'ai pris l'ascenseur, l'estomac noué. Je portais mon jean le plus propre et une chemise boutonnée que j'avais repassée dans les toilettes de l'hôpital. Mais je sentais encore légèrement l'huile moteur et me sentais comme une imposture dans ce monde de pouvoir et d'argent. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur une zone de réception d'une élégance discrète. Murs gris doux, art moderne qui coûtait probablement une fortune, meubles qui semblaient sculpturaux et profondément inconfortables. Madame Morrow, une femme d'une trentaine d'années s'est approchée, son sourire professionnel. Madame Carson est prête pour vous. Par ici, s'il vous plaît. Je l'ai suivie le long d'un couloir tapissé de récompenses et de photos. Victoria Carson serrant la main de politiciens, coupant des rubans, acceptant des plaques. Ce n'était pas seulement une richesse matérielle, c'était la richesse d'une influence. Le genre d'argent qui bougeait dans le monde et le transformait. Le bureau de Victoria Carson aurait pu contenir tout mon garage 2 fois. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ville. La lumière du matin filtrait à travers de légers nuages. Et elle s'est levée quand je suis entré et j'ai pu la regarder pour la première fois. La fin de la quarantaine, peut-être. Élégante d'une manière qui semblait sans effort, vêtue d'un tailleur bleu foncé qui coûtait probablement plus cher que l'opération de Julien. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé, intelligents, vifs, mais avec quelque chose de plus doux en dessous. Elle avait perdu quelqu'un, ai-je réalisé, avec l'instinct de quelqu'un qui connaissait le deuil intimement. Elle le portait comme moi, or, dans la façon prudente dont elle se tenait, la légère hésitation avant son sourire. « Madame Morrow, dit-elle en me tendant la main, merci d'être venue. » Sa poignée de main était ferme, confiante. Elle a désigné une chaise en face de son bureau, en cuir et probablement ergonomiquement parfaite. Je me suis assise, sentant les callosités sur mes mains accrocher la coudoir lisse. « Madame Carson, ai-je commencé. J'apprécie que vous vouliez me remercier, mais s'il vous plaît, laissez-moi finir. » M'a-t-elle interrompu doucement. Sophie m'a tout raconté. Comment vous fermiez votre garage, comment vous auriez pu facilement la renvoyer, comment vous n'avez pas seulement réparé son pneu, mais avez vérifié toute la voiture et découvert le problème de frein. Elle s'est penchée légèrement. Le mécanicien à qui j'ai envoyé la Mercedes ce matin a confirmé ce que vous avez dit. Les conduites de frein étaient gravement corrodées. 1 semaine de plus, peut-être moins, et elles auraient noché de manière catastrophique. Elle a fait une pause et j'ai vu ses mains se crisper sur le bureau. Vous avez sauvé la vie de ma fille, Madame Morrow, pas seulement en changeant un pneu, mais en prenant le temps de tout vérifier, en faisant le travail correctement, même si vous n'aviez aucune raison de le faire. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, ai-je dit, mal à l'aise avec son intensité. C'est là que vous vous trompez, dit Victoria. La plupart des gens n'auraient pas. Ils auraient changé le pneu et l'auraient renvoyé. Mais vous, non, et je veux savoir pourquoi. Elle s'est assise, m'étudiant. Sophie a dit que vous lui avez dit que quelqu'un l'attendait à la maison. Vous l'avez dit comme si ça signifiait quelque chose de personnel. J'ai senti ma gorge se serrer. Tout le monde a quelqu'un qui l'attend. Tout le monde compte pour quelqu'un. Victoria a hoché la tête lentement. J'ai fait des recherches sur vous, Madame Morrow. J'espère que ça ne vous dérange pas. C'est une habitude après des années d'affaires.
Vous travailliez pour Technique Auto Lyon, ingénieur en mécanique en chef. Vous étiez en passe de devenir cadre. Puis, il y a 10 ans, vous avez démissionné subitement. Pas de référence, pas de nouveau poste en vue. Vous avez ouvert le service Auto Moreau il y a 8 ans. Vous travaillez seul. Vous avez un fils, Julien, 8 ans. Elle a fait une pause et quelque chose a traversé son visage. Je sais aussi que Julien est actuellement à l'hôpital Sainte-Marguerite, unité de cardiologie pédiatrique. Je me suis levé brusquement, la colère traversant mon épuisement. Les informations médicales de mon fils sont privées. Vous n'aviez pas le droit. Asseyez-vous, Madame Moreau. Ce n'était pas une requête. La voix de Victoria portait une autorité qui m'a fait marquer une pause malgré moi. Je n'ai accédé à aucun dossier médical. Je connais simplement l'hôpital où vont les enfants atteints de graves problèmes cardiaques. Sophie a mentionné que vous sembliez épuisée, inquiète. J'ai assemblé les morceaux. Elle s'est levée aussi maintenant, se dirigeant vers la fenêtre. Je veux vous offrir un poste. Mon entreprise développe des technologies de sécurité automobile. Nous avons besoin de consultants qui comprennent les systèmes mécaniques, qui prennent la sécurité au sérieux. Le poste paye 150 000 € par an. Je me suis laissé retomber sur la chaise, le chiffre me frappant comme un coup physique. C'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 dernières années réunies. C'était l'opération de Julien 2 fois. C'était quoi le piège? Pas de piège, dit Victoria, mais j'ai besoin d'une vérification des antécédents, de références de vos anciens employeurs, et le contrat ne commencerait pas avant 2 semaines. Elle s'est tournée pour me regarder. Cela va-t-il poser problème? Tout en moi est devenu froid. La vérification des antécédents révélerait pourquoi j'avais quitté Technique Auto Lyon. Les références seraient impossibles. J'avais brûlé ces ponts quand j'avais démissionné, et 2 semaines, c'était 14 jours trop tard. Je me suis levé à nouveau, cette fois en direction de la porte. J'apprécie l'offre, Madame Carson, mais je dois y aller. Madame Moreau, attendez. La voix de Victoria m'a arrêté à la porte. Si c'est à cause du délai, si vous avez besoin que le poste commence plus tôt, ce n'est pas une question de délai, ai-je dit. Et j'étais si fatigué de porter ce poids seul. C'est une question de ne pas le mériter. Je ne mérite pas votre gentillesse, ni votre offre d'emploi, ni vos remerciements. Je me suis tourné vers elle et quelque chose s'est brisé en moi. Mon fils a besoin d'une opération. 85 000 €. J'ai peut-être 8 000 € au total si je vends tout ce que je possède. J'ai des heures, passe des semaines, et je ne peux pas accepter votre charité. Surtout pas de vous. Pourquoi surtout pas de moi? Demanda Victoria doucement. Parce que je ne suis pas une bonne personne, Madame Carson. Je suis juste quelqu'un qui essaie de réparer des erreurs qui ne peuvent pas être réparées. Ma main était sur la poignée de porte, prête à fuir comme je fuyais depuis 10 ans. Merci pour l'offre. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Vous avez travaillé sur les systèmes de freinage chez Technique Auto Lyon? La question de Victoria était douce, mais elle m'a figé sur place. C'est pour ça que vous avez vérifié si soigneusement les freins de Sophie? Pourquoi vous travaillez seul dans un petit garage au lieu de dans une autre grande entreprise? Je suis resté immobile, le dos tourné vers elle, ma main tremblant sur la poignée de porte. Je pouvais partir tout de suite, sortir, la laisser penser ce qu'elle voulait. Mais j'étais si fatigué de fuir, si fatigué de porter ça seul. Et peut-être qu'il était temps que quelqu'un connaisse la vérité sur ce que j'avais fait. Oui, dis-je, ma voix à peine audible. J'ai travaillé sur les systèmes de freinage. J'étais ingénieur en chef sur un nouveau projet. Nous étions en retard. Les dirigeants faisaient une pression. Et j'ai trouvé une faille. Le silence dans le bureau était absolu. Je me suis tourné vers Victoria, rencontrant son regard. C'était minime, un problème de tolérance de conception qui pouvait entraîner une usure prématurée dans certaines conditions. Mon supérieur m'a dit que c'était probablement bien que nous le surveillerions après la production. Il m'a dit de ne pas retarder le lancement
pour ce qui pourrait être rien. Ma voix était stable maintenant, factuelle, récitant les faits de mon plus grand échec. J'avais 28 ans. Je voulais la promotion. Je voulais le bureau d'angle, l'augmentation et le prestige. Alors j'ai signé. J'ai approuvé la conception. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Victoria, et sa voix était étrange maintenant, tendue et contrôlée. 6 mois après la mise en production des voitures, il y a eu un accident sur l'autoroute près de Nantes. Les conduites de frein ont lâché sur une berline de 2 ans. Le conducteur était un homme nommé Pierre Martin. Il avait une file de 10 ans dans la voiture avec lui. Il a dévié pour éviter de heurter le terre-plein central quand les freins ont lâché, mais il a trop corrigé. Mes yeux étaient secs au-delà des larmes. Je les avais toutes pleurées des années auparavant. Il a percuté une barrière en béton à 112 km/h. Il a été tué sur le coup. La fille a survécu avec des blessures mineures. Et je l'ai tué, pas avec mes mains, mais avec mon silence, avec mon ambition, avec ma lâcheté. Le visage de Victoria était devenu complètement blanc. Elle a agrippé le bord de son bureau et j'ai vu ses jointures devenir exsangues. « Qu'est-ce que vous venez de dire? » « Pierre Martin, ai-je répété, et j'ai regardé la compréhension naître comme une explosion nucléaire sur les traits de Victoria. C'était votre mari, le père de Sophie. C'est pour ça que je ne peux pas prendre votre argent, ni votre travail, ni quoi que ce soit de vous. J'ai déjà pris la chose la plus importante que vous aviez. Pendant un long moment, Victoria n'a pas bougé, n'a pas respiré. Puis elle s'est assise très soigneusement sur sa chaise, ses mouvements précis et contrôlés. « Vous êtes en train de me dire, dit-elle, et sa voix était de la glace sur la fureur, que vous êtes responsable de la mort de mon mari, que vous saviez qu'il y avait un problème et que vous n'avez rien dit. » « Oui, ai-je dit simplement. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai démissionné le jour où le rapport d'accident est sorti. Je ne pouvais plus y retourner. Je ne supportais pas de voir ces systèmes de freinage en production, sachant ce qu'ils avaient fait. J'ai perdu ma maison, ma carrière, tout. J'ai déménagé ici et j'ai ouvert un garage parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Parce que je pensais que si je passais le reste de ma vie à réparer des voitures correctement, à tout vérifier 2 fois, à ne jamais couper les coins ronds, peut-être pourrais-je d'une manière ou d'une autre équilibrer la balance. J'ai ri amer et brisé. Mais on ne peut pas équilibrer cette balance. Et maintenant, mon fils est en train de mourir. Et je n'ai pas d'argent et passe de temps. Et je pensais peut-être que vous aviez un contact ou une idée qui pourrait aider. Mais non, parce que je suis la personne qui a détruit votre famille et je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Victoria m'a regardé et j'ai pu voir la guerre qui se déroulait derrière ses yeux. Le chagrin, la rage et le choc, tous se battant pour la domination. « Sortez », a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante. « Sortez de mon bureau. » J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. Je le méritais. J'étais à mi-chemin de la porte quand elle a reparlé. « Attendez. » Je me suis retourné. Victoria était debout maintenant, tout son corps rigide de tension. « Parlez-moi de la vérification des antécédents. Pourquoi serait-ce un problème? Parce que quand j'ai quitté Technique Auto Lyon, je me suis assuré qu'ils ne pouvaient pas enterrer ce qui s'était passé. J'ai déposé des rapports. J'ai parlé aux enquêteurs de sécurité. L'entreprise a réglé l'affaire avec votre famille en toute discrétion, mais en interne, c'était le chaos. Ils m'ont mise sur liste noire. Quiconque appelle pour une référence entendra que je suis difficile, que j'ai causé des problèmes, que j'ai coûté des millions à l'entreprise. Ils ne diront jamais pourquoi, mais ils s'assureront que personne ne m'embauche. J'ai croisé son regard. J'ai fait mon choix il y a 10 ans. Je le paye depuis. « Et votre fils? » demanda Victoria. « Combien de temps lui reste-t-il? » « Des heures, dis-je. Peut-être 30 maintenant. Sans l'opération, ils le renverront. Ils le ramèneront à la maison avec moi. Pour le mettre à l'aise. » Les mots se sont étranglés dans ma gorge. « Il a 8 ans.
Il veut être ingénieur comme sa mère. Il ne sait pas que sa mère est la raison pour laquelle des gens meurent quand ils font confiance à des choses cassées. Victoria s'est dirigée vers la fenêtre, le dos tourné vers moi, sa silhouette sombre contre le ciel gris de la ville. Mon mari était un homme bon, a-t-elle dit doucement. Gentil, drôle, brillant. Sophie l'adorait. Nous étions censés vieillir ensemble, voir notre fille obtenir son diplôme, avoir des petits-enfants. Au lieu de cela, j'ai dû l'enterrer et expliquer à une enfant de 10 ans pourquoi papa ne reviendrait pas à la maison. Elle s'est retournée et j'ai vu des larmes sur son visage maintenant, bien que sa voix soit restée stable. Pendant 10 ans, j'ai voulu trouver quelqu'un à blâmer, quelqu'un à haïr. L'entreprise m'a donné de l'argent et des excuses, mais jamais de responsabilisation. Et maintenant, vous êtes là dans mon bureau à me dire que c'est vous. C'est moi, ai-je dit. Vous êtes aussi celle qui a sauvé Sophie hier soir, a poursuivi Victoria. Vous avez empêché ma fille de subir le même sort que son père. Vous auriez pu simplement changer ce pneu et partir, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tout vérifié parce que vous avez appris. Vous avez appris de la pire erreur de votre vie et vous avez changé. Elle s'est essuyée les yeux avec des mouvements précis. J'ai un choix à faire en ce moment, Madame Moreau. Je peux choisir de m'accrocher à 10 ans de colère. Je peux choisir de vous laisser sortir d'ici sans rien. Laissez votre fils mourir. Appelez ça le karma ou la justice ou n'importe quel mot qui vous aide à dormir la nuit. Ou je peux choisir autre chose. J'ai attendu, ne comprenant pas, n'osant pas espérer. Victoria a ouvert son tiroir de bureau et a sorti un chéquier. Je peux choisir de briser le cycle, a-t-elle dit, écrivant d'un trait rapide et décisif. Je peux choisir de laisser quelque chose de bien découler de cette tragédie. Je peux choisir de sauver une vie au lieu de m'accrocher à une mort. Elle a arraché le chèque et me l'a tendu. 85 000 € pour l'opération de Julien. J'ai fixé le chèque, les chiffres écrits dessus, et mes jambes m'ont lâché. Je me suis assise lourdement sur la chaise, mes mains tremblant trop pour l'atteindre. Je ne peux pas, ai-je réussi à dire. Je ne peux pas accepter ça de vous. Pas après, vous le pouvez, a dit Victoria fermement. Non pas parce que vous le méritez. Non pas parce que cela efface quoi que ce soit, mais parce que Julien le mérite. Parce que c'est un petit garçon de 8 ans qui veut être ingénieur et qui n'a rien à voir avec les erreurs que sa mère a commises. Elle a posé le chèque sur le bureau devant moi. Ce n'est pas un pardon, Madame Moreau. Je ne sais pas si je peux vous pardonner. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas. Mais c'est un choix de laisser quelque chose de bien se produire. Un choix d'honorer mon mari en sauvant la vie d'un enfant comme je n'ai pas pu sauver la sienne. J'ai pris le chèque de mes mains tremblantes, fixant la signature de Victoria, le montant qui signifiait la vie pour mon fils. Pourquoi, ai-je murmuré, après tout ce que je viens de vous dire, pourquoi feriez-vous ça? Parce qu'hier soir, vous avez protégé ma fille, a dit Victoria. Vous avez vu une fille effrayée qui avait besoin d'aide et vous l'avez aidée, même si vous aviez toutes les raisons de fermer votre garage et de partir. Vous l'avez prévenue pour ses freins, non pas parce que vous y étiez obligé, mais parce que vous ne pouviez pas supporter l'idée qu'elle meure de la même manière que mon mari. Elle s'est assise en face de moi et j'ai vu l'épuisement sur son visage qui correspondait au mien. Vous avez essayé de sauver des vies pendant 10 ans, une vérification de frein à la fois. Vous ne pouvez pas ramener Pierre, mais vous pouvez sauver Julien, et peut-être que ça compte. La porte du bureau s'est ouverte et Sophie est entrée, s'arrêtant net en me voyant. « Maman, tout va bien? » Victoria a regardé sa fille, puis moi, et quelque chose a changé dans son expression. « Sophie, viens ici. Je veux que tu rencontres quelqu'un. » Sophie s'est approchée avec précaution, sentant clairement la tension. « Voici Marie Moreau. C'est la femme qui t'a sauvé la vie hier soir. Et... » Victoria a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « C'est aussi quelqu'un dont la vie, à sa manière, a été changée par ton père. Elle a fait des erreurs très graves qui ont blessé notre famille. Mais elle a appris d'elle,
Et parce qu'elle a appris, elle était là pour t'aider quand tu en avais besoin. Sophie nous a regardés toutes les deux, la confusion évidente sur son jeune visage. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, a dit Victoria doucement. Pas tout de suite. Ce que tu dois savoir, c'est que Madame Moreau a un fils qui est très malade et nous allons l'aider parce que c'est ce que ton père aurait voulu. Il a toujours cru que les gens méritaient une seconde chance. Elle s'est tournée vers moi. Allez porter ce chèque à l'hôpital. Sauvez votre fils. Et quand il sera rétabli, si vous voulez toujours ce travail, il est à vous. Pas de vérification des antécédents, pas de référence, juste une mère qui a appris à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je me suis levé, le chèque serré dans ma main comme une bouée de sauvetage. Je voulais dire quelque chose de profond, quelque chose qui capture l'ampleur de ce que Victoria venait de faire. Mais tout ce qui est sorti fut « Merci, je ne mérite pas ça, mais merci ». Non, dit Victoria doucement. Vous non, mais Julien, oui. Maintenant, allez-y. Je suis parti. J'ai couru à travers le bureau élégant, ignorant les regards étonnés des assistants et des cadres. J'ai pris l'ascenseur, 42 étages, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai conduit jusqu'à la banque dans un état second, à peine capable de voir à travers les larmes qui coulaient sur mon visage. La guichetière a traité le chèque avec une efficacité professionnelle, ne remarquant pas ou ne se souciant pas que l'homme, la femme, dans mon cas, devant elle tenait la vie de son fils sur un morceau de papier. J'ai appelé l'hôpital depuis le parking, ma voix se brisant en leur disant que j'avais l'argent pour planifier l'opération immédiatement. Au moment où j'ai atteint la chambre de Julien, l'équipe médicale se mobilisait déjà. Julien était réveillé, effrayé par toute cette activité soudaine, et je l'ai serré dans mes bras aussi délicatement que possible avec tous les tubes et les fils. « Salut mon grand », ai-je dit, ma voix étranglée par l'émotion. « Devine quoi, tu vas être opéré aujourd'hui. » « Vraiment? » Les yeux de Julien se sont écarquillés. « Tu as trouvé l'argent? »« Oui, » ai-je dit, appuyant mon front contre celui de Julien. « J'ai trouvé l'argent. Quelqu'un de très spécial nous a aidés. Quelqu'un qui croit que tu vaux la peine d'être sauvé. »« Bien sûr que je le vaux, » dit Julien avec la confiance simple des enfants. « Je vais être ingénieur comme toi, maman. Je vais construire des choses qui aident les gens. » J'ai fermé les yeux, serrant mon fils contre moi, pensant au choix de Victoria Carson, à la mort de Pierre Martin et au poids impossible de la culpabilité et de la grâce entrelacée. « Tu vas être meilleur que moi, » ai-je murmuré. « Tellement meilleur. » Ils ont emmené Julien au bloc 3 heures plus tard. J'ai passé ces heures à lui expliquer la procédure, à faire des blagues, à être courageuse pour mon fils d'une manière que je n'avais jamais été pour moi-même. Quand ils ont emmené Julien sur la civière, le garçon m'a souri et a dit « À bientôt, maman. Je t'aime. » Et je le lui ai rendu, les mots portant chaque once d'amour, de peur et d'espoir désespéré de mon cœur. L'opération a duré 7 heures. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente, incapable de m'asseoir, incapable de penser à autre chose qu'à Julien sur cette table d'opération. Des chirurgiens travaillant à réparer le cœur brisé de mon fils. Madame Dubois est restée avec moi pendant les premières heures, puis a dû partir pour son propre rendez-vous médical. J'étais seul quand Dr Lefebvre a finalement émergé, toujours en blouse chirurgicale, son masque baissé pour révéler un sourire fatigué mais sincère. « Il a été formidable », a-t-elle dit, et mes jambes m'ont lâché pour la 2e fois de la journée. Je me suis assise lourdement sur le sol de la salle d'attente et le Dr Lefebvre s'est accroupi à côté de moi. L'opération s'est déroulée parfaitement. Il est en convalescence maintenant. Le chemin sera long. Beaucoup de guérison devant lui. Mais Marie, il va s'en sortir. J'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai pleuré. Des sanglots profonds, haletants, que j'avais retenus pendant des mois, des années, une décennie. J'ai pleuré pour Julien et pour Pierre Martin et pour la grâce impossible d'avoir reçu une seconde chance que je ne méritais pas. Le docteur Lefebvre m'a laissé pleurer, sa main ferme sur mon épaule.
Et finalement, la tempête est passée et j'ai pu respirer à nouveau. Ils m'ont laissé voir Julien 1 heure plus tard. Mon fils était pâle et petit dans le lit de convalescence, la poitrine enveloppée de bandages, des machines surveillant chaque respiration et battement de cœur. Mais il était vivant. Il allait vivre. J'ai pris la main de Julien avec précaution, attentive aux lignes de perfusion, et j'ai regardé mon fils dormir du sommeil drogué de la guérison. Dehors, l'après-midi virait au soir, les lumières de la ville commençaient à briller dans l'obscurité grandissante. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. « Comment va-t-il? » J'ai fixé le message, puis j'ai répondu d'une main, sans lâcher Julien. « Opération réussie. Il va s'en sortir. Merci. Je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ce que vous avez fait aujourd'hui. » La réponse est venue rapidement. « Vous n'avez pas à le mériter. Faites simplement mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Puis un autre message. « Sophie veut lui rendre visite quand Julien se sentira mieux, si cela vous convient. » J'ai regardé mon fils endormi, le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine, le moniteur montrant un cœur qui apprenait à battre correctement. « Ce serait un honneur, » ai-je répondu. Les jours qui ont suivi se sont estompés dans une routine de visite à l'hôpital et de guérison. Julien s'est rétabli plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. La résilience de la jeunesse l'a porté à travers. À la fin de la première semaine, il était assis et se plaignait de la nourriture de l'hôpital, ce qui, selon le docteur Lefebvre, était un très bon signe. Victoria et Sophie sont venues lui rendre visite le 9e jour, apportant des fleurs et une voiture télécommandée que Julien a immédiatement voulu démonter pour voir comment elle fonctionnait. J'ai regardé Victoria et mon fils parler des principes d'ingénierie. J'ai vu la façon dont elle souriait à l'enthousiasme de Julien. J'ai vu Sophie dessiner avec Julien pendant les moments calmes. « Il me rappelle Pierre », a dit Victoria doucement pendant que les enfants étaient absorbés par leur activité. Elle et moi nous tenions près de la fenêtre, maintenant une distance prudente. Il voulait toujours savoir comment les choses fonctionnaient. Il croyait toujours qu'il pouvait tout réparer. « Je suis désolé, ai-je dit, parce que je ne cesserai jamais d'être désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je le suis. »« Je sais que vous l'êtes, » a répondu Victoria. « C'est pour ça que j'ai fait le choix que j'ai fait. » Elle s'est tournée pour me regarder. « L'offre d'emploi tient toujours. Quand Julien ira assez bien pour que vous puissiez travailler à nouveau, venez me voir. Nous réglerons les détails. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi voudriez-vous que je sois près de votre entreprise après ce que j'ai fait? » Victoria est restée silencieuse un instant, regardant Sophie rire de quelque chose que Julien avait dit. « Parce que j'ai passé 10 ans à bâtir une entreprise axée sur la sécurité automobile. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai fait pression pour des réglementations plus strictes. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'assurer que ce qui est arrivé à Pierre n'arrive à personne d'autre. » Elle a croisé mon regard, mais j'ai besoin de gens qui comprennent ce qui se passe lorsque la sécurité est compromise. Des gens qui ont vécu avec les conséquences. Des gens qui ne couperont plus jamais les coins ronds. C'est vous, Marie. Vous êtes quelqu'un qui vérifie chaque ligne de frein 2 fois parce que vous ne pouvez pas supporter la pensée qu'une autre famille perde ce que nous avons perdu. Je ne mérite pas votre confiance, ai-je dit. Peut-être pas, a reconnu Victoria. Mais Julien mérite une mère qui peut subvenir à ses besoins. Et d'autres familles méritent des ingénieurs qui prennent la sécurité au sérieux. Alors, nous appellerons ça KIT. 3 mois plus tard, Marie Moreau est entrée chez Carson Technologies pour son premier jour de travail. Julien était à la maison, en bonne santé, courant avec une énergie qui compensait tous les mois de maladie. La cicatrice sur sa poitrine guérissait. Un rappel de la proximité à laquelle nous étions passés de tout perdre. Mes propres cicatrices étaient différentes, invisibles, portées dans la façon prudente dont j'abordais chaque projet et les cauchemars qui me réveillaient encore parfois. Dans la photographie que je gardais de Pierre Martin et que personne ne connaissait. Mon bureau était petit, mais avait une fenêtre avec vue sur la ville. Sur mon bureau, j'ai placé 2 photographies.
L'une était Julien au parc après l'opération, les bras grands ouverts comme s'il essayait d'embrasser le ciel. L'autre était l'ancienne coupure de journal sur l'accident de Pierre Martin, maintenant encadrée. Victoria m'avait demandé pourquoi je la gardais, et je lui avais dit la vérité. Je ne voulais jamais oublier ce que mes choix avaient coûté, ce qu'ils avaient sauvé, à quel point la ligne était mince entre les deux. Le travail était stimulant, épanouissant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai formé de jeunes ingénieurs, mis l'accent sur les protocoles de sécurité, examiné les conceptions avec une attention méticuleuse que certains trouvaient excessive et que d'autres en sont venus à respecter. J'ai établi des partenariats avec des agences de réglementation, fait pression pour des normes de sécurité plus strictes, et chaque soir, je rentrais chez Julien en sachant que j'avais passé la journée à essayer de protéger l'enfant de quelqu'un d'autre, de la même manière que j'avais échoué à protéger Pierre. Victoria et moi avons maintenu une relation professionnelle prudente qui s'est lentement, timidement, transformée en quelque chose qui ressemblait à de l'amitié. Pas le genre facile, mais le genre difficile, construit sur la vérité et le choix et la reconnaissance que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais avec lesquelles on peut vivre. Sophie et Julien sont devenus de vrais amis. Le lien improbable entre eux, quelque chose qu'aucune des deux familles n'avait prévu, mais que les deux en sont venus à chérir. Pour le premier anniversaire de l'opération de Julien, je l'ai emmené camper pour la première fois. Julien était assez fort maintenant, autorisé par ses médecins, bondissant d'excitation alors que nous montions notre tente dans les montagnes. Cette nuit-là, assis autour du feu de camp, les étoiles filant au-dessus, Julien a posé la question que j'attendais. « Maman, pourquoi tu vérifies toujours tout deux fois, même à la maison, même quand ça n'a pas d'importance? » J'ai regardé le feu, observant les flammes danser. Parce que tout a de l'importance, mon grand. Chaque choix que nous faisons, chaque coin que nous pensons couper, chaque fois que nous décidons que quelque chose est probablement bien, tout cela a de l'importance. La vie des gens dépend de nous, de la façon dont nous faisons notre travail. J'ai regardé mon fils, voyant la fille de Pierre Martin dans mon esprit, voyant l'homme qui était mort parce que j'avais eu trop peur de parler. J'ai appris ça à la dure. J'ai fait une erreur une fois qui a blessé des gens, et je me suis promis de ne jamais refaire ce genre d'erreur. Quel genre d'erreur? Demanda Julien, son visage sérieux à la lumière du feu. Le genre où je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai rien dit parce que j'avais peur, et je dis honnêtement, quelqu'un est mort à cause de mon choix, et je ne peux pas le ramener, mais je peux m'assurer de ne jamais laisser ça se reproduire. Julien est resté silencieux un long moment, assimilant cela. Puis il a dit, « C'est pour ça que Mme Carson nous a aidés. » « Parce que tu as aidé Sophie en partie, ai-je dit, mais aussi parce que Mme Carson a fait un choix. Elle aurait pu être en colère contre moi pour des choses que j'ai faites il y a longtemps. Au lieu de cela, elle a choisi de t'aider. Elle a choisi de laisser quelque chose de bien venir de quelque chose de mauvais. » J'ai mis mon bras autour des épaules de Julien. C'est ce que j'essaie de t'apprendre, mon grand. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Si nous apprenons, si nous essayons de faire mieux. Je vais faire mieux, dit Julien avec assurance. Quand je serai ingénieur, je rendrai les choses vraiment sûres, comme toi et Mme Carson. J'ai serré mon fils contre moi, respirant l'odeur des bois et de l'air de la montagne et des secondes chances. Tu fais déjà mieux que moi, ai-je dit doucement, juste en étant toi. Nous nous sommes assis en un silence confortable, mère et fils, sous des étoiles qui avaient été témoins d'innombrables échecs et triomphes humains, qui continueraient à brûler longtemps après que nos petits drames se seraient estompés. J'ai pensé à Victoria dans son bureau ce matin-là, au chèque qu'elle avait écrit et au choix qu'elle avait fait. J'ai pensé à Pierre Martin, disparu il y a 10 ans maintenant, mais façonnant toujours des vies à travers les répercussions de sa mort. J'ai pensé à Sophie, florissante et forte, portant le souvenir de son père. Et j'ai pensé à la fille qui pleurait à côté d'une Mercedes en panne,
Et comment ce seul moment où j'ai choisi d'aider avait en quelque sorte mené à tout cela. Le passé ne pouvait pas être effacé. Je le savais. Je portais la mort de Pierre Martin avec moi. Je la porterais jusqu'à ma propre mort, un poids qui ne se levait jamais complètement. Mais à côté de ce poids, il y avait le rire de Julien, il y avait la connaissance que d'autres familles étaient plus en sécurité grâce au travail que je faisais maintenant. Il y avait la grâce impossible que Victoria m'avait montrée. Ce n'était pas la rédemption. Pas vraiment. La rédemption suggérait que la balance pouvait être équilibrée, qu'assez de bonnes actions pouvaient effacer un terrible choix. Mais c'était quelque chose. C'était vivre avec un but, vérifier les lignes de frein et enseigner aux jeunes ingénieurs et s'assurer que mon fils grandissait en comprenant que chaque détail compte, que chaque choix a un écho. J'ai fermé les yeux cette nuit-là dans la tente à la côté de mon fils endormi, écoutant la respiration régulière de Julien et les bruits nocturnes de la forêt. J'avais survécu à 36 heures impossibles et j'en étais ressorti changé. J'avais avoué mon pire péché à la personne que j'avais le plus blessée et j'avais reçu non pas le pardon, mais quelque chose de plus rare, le choix d'aller de l'avant. Je n'oublierai jamais ce que j'avais coûté à Victoria et Sophie. Mais je pouvais l'honorer en m'assurant que Julien grandirait avec les valeurs que j'avais apprises trop tard. Je pouvais passer chaque jour à faire mon travail correctement, à vérifier chaque système 2 fois, à parler quand quelque chose n'allait pas, peu importe la pression pour me taire. Ce n'était pas l'absolution. C'était quelque chose de plus pratique et de plus puissant. C'était un but, et pour Mary Moreau, mère, ingénieure et femme essayant chaque jour de gagner une seconde chance qu'elle savait ne pas mériter, c'était suffisant. Demain apporterait un autre jour de travail précis et de choix attentifs. Un autre jour à être la mère dont Julien avait besoin. L'ingénieur à qui Victoria faisait confiance. La femme qui avait appris de sa pire erreur et avait refusé de la répéter. Une ligne de frein vérifiée, un système validé, une vie protégée à la fois. Ce ne serait jamais suffisant pour équilibrer la balance. Mais c'était tout ce que j'avais à offrir. Et donc, je l'offrais complètement, sans rien retenir. Et le matin, quand Julien se réveillerait avec le soleil et voudrait explorer les bois, je lui enseignerais les arbres et les oiseaux et l'équilibre délicat de la nature où chaque élément compte, où le retrait d'un seul peut effondrer tout le système. Je lui enseignerai l'ingénierie et l'intégrité et le poids de la responsabilité. Je lui apprendrai qu'être courageux, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est faire ce qui est juste, même quand on l'est. Et peut-être, juste peut-être, Julien grandirait pour devenir l'ingénieur que j'aurais dû être dès le début. Pas parfait, mais honnête. Pas sans peur, mais intègre. Non pas parce que sa mère était une héroïne, mais parce que sa mère était une femme qui avait échoué de manière catastrophique et avait appris à faire mieux. C'était l'histoire que Mary Moreau écrivait maintenant. Un jour à la fois, un choix attentif à la fois. Et c'était assez. Qu'auriez-vous fait à ma place vraiment? Croyez-vous que ces balances peuvent un jour s'équilibrer? Ou ne faisons-nous que charger un plateau tandis que l'autre reste irrémédiablement lourd? Je n'en sais rien. Chaque jour est une réponse partielle, une tentative. Et c'est tout ce que